Cette série est propulsée par Kaleido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. On se l'était dit, nous deux, ça va durer. Et puis, les enfants sont arrivés, leurs horaires, leurs besoins. Ça nous laisse moins de temps pour les câlins et la sexualité. On s'aime encore, oui, mais la connexion, elle va s'effilocher parfois. Est-ce qu'il suffit d'un souper au restaurant pour rallumer la flamme? On entend aussi se choisir au quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce qu'il est possible de recommencer à parler au nous et pas seulement au eux? J'en discute avec Roxane Larocque, qui est psychologue au Sénèque. Elle est conférencière, autrice du livre « Laisse-moi te parler de ma vie en famille d'accueil ». Elle accompagne les enfants, les adolescents et leurs familles et elle crée du contenu pour vos ados sur TikTok que je vous invite à visionner comme parents. J'accueille aussi Geneviève Parent, qui est sexologue et psychothérapeute depuis plus de 6 ans. Elle accompagne les adultes et les couples. Elle se spécialise sur les questions de trauma, relations, intimité, sexualité. Elle est chargée de cours à l'université et elle a une approche bienveillante, humaine et ancrée dans la réalité d'aujourd'hui en ce qui a trait à la sexualité. Pour avoir une sexualité épanouie, il est question de notre corps également. C'est ce qu'on va aborder dans la Minute Santé. Alors ensemble, on tente de recréer la connexion dans le but d'être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Bonjour. Lorsqu'on parle de couple, on entend souvent le concept de se choisir, de se rechoisir au fil des ans. Comment vous définiriez ce concept-là de se rechoisir? C'est vraiment intéressant. Moi, je dis des fois de se lever le matin et de dire aujourd'hui, je choisis mon partenaire. Ça veut dire que je vais y porter attention, je le considère dans mes choix, mes actions, mes décisions. C'est mon coéquipier. Donc, c'est un peu de. Pas juste, je l'ai choisi au début. Puis je remets pas ce choix-là en question jamais. Et là, je vis avec. Oui, c'est ça, là. Je le subis. Non. Le choisir au quotidien, ça permet d'avoir une petite douceur, des fois, envers son partenaire. J'aime ça parce que je le subis pas, puis en même temps, je le prends pas pour acquis non plus. Fait que je trouve que ça ramène à l'impermanence, puis on a toujours le choix aussi. Que je le rechoisis, c'est à la lumière de mes valeurs, de mes besoins, de mes rêves, ben c'est encore avec cette personne-là que j'ai envie de continuer. Là. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on devient parent, ça peut être un petit peu plus difficile peut-être de se rechoisir quotidiennement? Le manque de temps, là, c'est le même 24 heures consacrées avant à juste un couple à maintenant, des fois 3, 4, 5, 6, 10 personnes, dépendamment des familles qu'on a construites. Donc, il y a ça aussi, l'espèce de manque de temps de se diviser. L'ajout d'un nouveau rôle dans notre vie, le rôle de parent qui n'était pas présent avant, mais qui doit être nourri, ce rôle-là, sans délaisser les autres, là, l'amie, l'amoureuse, l'employé, la fille, parce qu'on a des parents. Donc, on fait juste se diviser encore plus. Là. Puis on ne sait pas toujours l'impact de cette parentalité-là. Chez nous, tu sais, c'est un grand portail là, de transformation. Il y en a pour qui ça va bien, il y en a pour qui il y a des défis qu'ils pensaient régler. Fait que, tu sais, des fois, on est nous-mêmes dans une propre tempête, ça devient difficile d'être disponible. Plus tout ce que tu as très bien nommé, fait que ça vient complexifier des fois la disponibilité à l'autre. Comme on s'aimait ou on s'est choisi la majorité du temps avant d'être parent, si on est encore, disons, les deux coparents qui ont fondé la famille, est-ce qu'on peut aimer l'autre personne, mais pas aimer le type de parent qu'il ou elle est? Possiblement. On peut avoir des difficultés avec le style de parent de l'autre ou des deuils à faire sur ce qu'on pensait que le partenaire serait comme coparent. Mais si on ne l'aime pas du tout, ça pourrait être une question à approfondir pour voir est-ce que c'est encore compatible. Ouais. Des fois, je vois des gens dans l'espoir de changement. On sait quel genre de parent il pourrait être. On voit la version, mais pour X, Y raison, l'autre personne n'est pas prête à faire les changements ou est chamboulée justement dans son rôle de parent, puis ça l'amène à avoir des attitudes qu'on n'avait peut-être pas soupçonnées au départ. Je dirais que règle générale,
on reconnaît quand même le partenaire là, qu'on avait choisi avant les enfants. Mais c'est un scénario qui se peut aussi. Comme disons, on ne sait pas comment ça va nous ébranler nous, mais comment ça va ébranler le partenaire aussi. Est-ce qu'il y avait des deuils non résolus, des traumatismes d'enfance? Et des fois, c'est un peu surprise. Oui, pour la personne qui le vit et pour le partenaire. Exact. Voyez-vous dans vos cabinets une différence, justement avec des couples, j'allais dire reconstitués dans le sens un nouveau couple qui ont eu chacun des enfants avant. Donc, ils ont eu des enfants, se sont séparés du conjoint ou de la conjointe et là, se mettent ensemble. Est-ce que les discussions, lorsqu'ils se mettent ensemble, sont, on va dire de manière générale, peut-être plus franches? On va avoir tendance à rapidement parler du style de parentalité pour voir si nos deux familles peuvent vivre ensemble ou encore là, on est toujours, veut pas, attiré par l'autre, par la passion, par la fougue, puis la parentalité, bien, elle rentre en deuxième plan. Bien, c'est intéressant parce que quand on rentre en relation, on a des fois des comparatifs de nos relations passées, comme amoureux, amoureuses. Quand on devient parent, on n'a pas de comparatif, là, sauf qu'effectivement, si on se sépare ou on prend la décision de se séparer, puis on re-rentre, bien là, on a un comparatif à faire. Puis qu'on peut mettre de l'avant, ça, moi, je veux ça, je veux pas ça. Là, il y a un rôle de beau-parent qui devient là, la place qu'on y met. Donc, il y a comme, ça se met sur la table beaucoup plus facilement sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Si on parle de parents qui sont encore ensemble depuis nombreuses années, on va dire un 5 ans, un 10 ans, un 15 ans, est-ce que c'est quand même, j'aime pas le mot normal, mais est-ce que ça arrive fréquemment qu'il y ait des périodes, je vais appeler ça de repli? C'est une période où tu te dis, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'on en a besoin chacun de notre côté, mais on dirait que le couple n'est pas la priorité numéro 1. Hein? Il y a les enfants, le travail, puis le couple peut passer 4e, 5e, puis dans certains cas, c'est correct pour les deux aussi. Ben Ça arrive? Ben oui, ça peut. Puis comme tu dis, si les deux, c'est comme ça, souvent, ça l'amène moins de frustration. Contrairement à si quelqu'un, le couple est comme encore en deuxième, puis l'autre est rendu 5, 6e. C'est là où ça peut être plus irritant. Mais oui, c'est possible. Là. Il y a des rôles qui s'ajoutent, on peut se prioriser. Il y en a qui ont été un couple longtemps, après ça, ils deviennent parents. Puis là, ben, finalement, là, la femme ou l'homme, là, il a vraiment un grand besoin là, d'individualisation là, dans ce moment-là. Puis là, c'est comme, ben là, le partenaire va être comme, ben là, on n'a déjà pas de temps avec les enfants. Tu veux avoir plus de temps seul. Moi, j'aurais pas de place. Mais des fois, effectivement, ça fait du bien à tous les deux parce qu'il y en a qui vont se nourrir comme couple, même dans les moments de famille. Qui vont trouver que c'est du temps de qualité passé ensemble, même en présence des enfants. Mais j'allais dire, est-ce que c'est normal, voire même sain, d'arriver à développer du temps de qualité en couple, pas seulement que par la sexualité ou des moments seuls tous les deux ou, je vais dire, 100% fusionnels, mais de dire justement un souper d'amis peut être une belle période en couple, une journée à aller, je sais pas, au parc avec les enfants où est-ce qu'on rigole, que tout le monde est bien, qu'il y a une certaine légèreté, peut être des beaux moments de couple aussi. Ben oui, puis tu sais, je pense que c'est ça aussi, le niveau de satisfaction conjugale n'est pas nécessairement relié à l'activité ou au nombre de temps qu'on passe ensemble. Donc, si on est quand même aligné sur nos besoins, nos valeurs, ça se peut. Tu l'as nommé, c'est des périodes aussi. Donc, c'est pas, on s'oublie à jamais, c'est hey, pour l'instant, quand on est en train de regarder les enfants faire leur sport, ou quand on est au parc et on fait un pique-nique, ben je te regarde, je te trouve beau, je te trouve belle, je nous trouve chanceux d'avoir une famille. Et là, on voit qu'il y a un niveau de satisfaction conjugale qui est présent. Il y a beaucoup de parents qui sont conscients du temps qui passe aussi, qui disent comme là, je sais que je cours, là, mais je vois mes amis qui ont des enfants plus vieux, puis je suis comme, hey, OK, là, je veux en profiter aussi. Là. Mais est-ce que maintenant, on se met peut-être la barre trop haute avec tout ce qu'on a comme exemple que pour être un bon couple, bien, il faut aller absolument au restaurant en belle robe une fois par semaine. Tu sais, peut-être que le quotidien, ça peut nous convenir aussi. Ben oui, puis c'est prouvé que la satisfaction conjugale, elle se montre dans les petites choses, là, que c'est pas dans l'extravagance, la passion, là, comme dans les films là, qui durent 1h30, puis qu'on a accès juste, mettons, à la sexualité ou au passionnel, là, mais le maintien d'une satisfaction, ça se met au quotidien. On prend le temps de se faire un câlin ou de se dire une bonne journée plutôt que de juste se croiser. Parce que sinon, on fait juste remettre ça à un seul élément. Puis ce moment-là, là, la date bien mise, elle vient avec beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Puis elle doit comme remplir le pot affectif des 3, 4, 6 derniers mois. T'sais.
Ouais. Puis je suis pas certaine que c'est Ça toujours fonctionne pas. Non. Non, puis des fois, on peut, c'est ça, mais là, même en date, ça va mal, ou là, tu sais, puis voir ça pire que c'est. Je vois beaucoup, puis probablement toi aussi, mais tu sais, une conception de la sexualité, vraiment juste de l'acte sexuel, et de dire, mais là, comment ça, j'ai plus envie de mon partenaire? On se rend compte que tous ces petits moments-là, que, tu sais, c'est pas juste l'intimité, mais c'est aussi la douceur au quotidien, les petits moments qui fait qu'à un moment donné, on s'ennuie puis on a envie, ou que là, on crée des espaces pour se retrouver. Mais des fois, c'est comme si on banalise, je trouve, les petits moments du quotidien qui font qu'on entretient la flamme quand même, et ça fait partie de la sexualité, même si on n'est pas dans l'acte sexuel. On n'est pas dans la génitalité, là, on est Oui, juste dans exact. une intimité. Exact. Mais c'est vrai que si on met tout notre centre d'attention, notre intérêt, notre pression sur la sortie du jeudi soir, par exemple, parce qu'on est une petite gardienne, et on peut penser aussi qu'on espère que ça va se terminer par une relation sexuelle, parce que là, on se dit, au brique le souper, écoutez, ma robe, les cheveux, le maquillage, le ci, le ça, la gardienne, mais que le souper, finalement, ben, les discussions étaient peut-être vides, il n'y a pas eu justement de petits regards complices, ne serait-ce qu'une petite caresse, quelque chose. Mais il est quand même fort probable que ça ne se termine pas de cette façon-là. Comment on pourrait, disons qu'on le prend à l'inverse, stimuler, j'aurais tendance à dire, puis vous me direz si c'est le bon mot, la complicité? J'imagine qu'au départ, quand un couple se met ensemble, c'est parce qu'on est complice sur certaines choses. Oui, puis ce que je vois par rapport à la complicité, c'est que des fois, dans une gestion de famille, il y a comme une complémentarité. Toi, tu fais telle affaire, là, ça se sectionne, on veut rentabiliser la journée, le temps que tu vas faire l'épicerie, je m'occupe de telle affaire. Fait qu'il n'y a pas tant de complicité dans le quotidien parce qu'on veut être efficace, puis ça marche. On exécute la tâche, ça va bien. Mais si on dit, hey, on va aller la faire ensemble, l'épicerie, tout le monde, on passe un moment. Fait que oui, il y a de plus en plus de petits moments de complicité qui vont s'accumuler, pouvoir avoir envie de se rapprocher de son partenaire. Là. Plutôt que peut-être la notion d'espèce de tag team, de c'est à ton tour, vas-y, moi je fais d'autres choses de mon côté. En même temps, on dirait que j'entends mes amis dire, c'est bien beau, mais l'épicerie, toute la famille, c'est 2 heures au lieu de 30 minutes. Tu sais, est-ce qu'on manque de temps ou est-ce qu'on prend pas le temps? Puis à quoi est-ce que, tu sais, j'aime souvent ramener les gens, puis je vois beaucoup les parents en contexte périnatal, là, donc, tu sais, les heures, les heures sont comptées, là, les heures tout seules sont pas nombreuses, mais j'aime beaucoup rappeler, tu sais, mais de quoi tu as besoin en ce moment? Tu sais, il faudrait que là, on se prévoit ça, ou il faudrait que j'aille souper avec mon conjoint, ou OK, il faudrait, mais comme toi, tu as besoin de quoi en ce moment? Ben, il faudrait que je dors. OK, ben fais une sieste. On s'en reparle après. Tu sais, c'est comme je pense qu'on ne peut pas passer. La parentalité sollicite tellement nos capacités d'adaptation, nos réserves d'énergie, que peut-être avant, on peut être fatigué puis dire hey, je vais y aller quand même à la date, puis me préparer, puis tout ça. Puis la même activité, quand elle ne répond pas à nos besoins, peut nous prendre le double d'énergie. Alors que si je suis comme hey, là, j'ai besoin de retrouver mon chum, puis qu'on s'habille chic, puis qu'on s'en va au bon restaurant qu'on aime, ben là, je prends plaisir à me préparer, je prends plaisir à la soirée. Il y a plus de chances que je sois ouverte, que les conversations vont bien, que si je me dis, hey là, ça fait 2 mois qu'on n'a rien fait, il faut qu'on aille au resto, puis que l'on se met toute la pression du monde sur ce moment-là. Des fois, c'est ça, c'est juste d'être en phase avec nos besoins aussi. Oui, puis pour faire du pouce, moi, je dis de se réserver des moments de couple, mais de ne pas décider qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Réservez-vous ce moment-là, cette heure-là, cette soirée-là. Puis là, des fois, oui, mais là, il faut prévoir la gardienne. Mais si vous allez juste vous asseoir dans un parc, là, puis juste marcher, ou si vous décidez à soir, on prend 1 heure, mais on reste chez nous, même si on n'a pas besoin d'une gardienne, se réserver du temps, puis là, toute la semaine, on peut penser à qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire. Pas juste comme, oh mon Dieu, ça me tente tellement pas d'aller au resto. Puis vous n'êtes pas obligé, mais réservez-vous du temps quand même. Puis est-ce qu'à la limite même, on pourrait dire, on décidera sur le moment. Puis une semaine, ça sera le banc de parc, l'autre, ça pourrait être une crème glacée, l'autre, ça sera peu importe. Mais l'idée, c'était d'être ensemble. Oui, puis de penser à l'autre quotidiennement. Moi, c'est ce que j'aime ramener dans le fait de s'introduire des dates, là, parce que comment c'est planifié, c'est manque de spontanéité, c'est plate. Quand on est ado, là, puis qu'on sait qu'on va au cinéma là, avec notre crush le vendredi, là. Hey, on y pense toute la semaine, c'est excitant, c'est le fun, c'est juste excitant. Parce que c'est tout, on n'a pas de pression de qu'est-ce qui va se passer. Fait que de le faire avec notre partenaire aussi, en enlevant les attentes que ça aille finir en sexualité ou qu'il y ait une attente vraiment précise. OK, je vais passer un moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce que moi j'ai envie? On nourrit un peu l'anticipation qui est vraiment importante. Puis pour raviver cette complicité-là au quotidien, est-ce qu'on peut dire, par exemple, l'humour?
Ça peut être une bonne façon, des fois, de dédramatiser les choses, de se retrouver dans, des fois, peut-être des vieilles blagues, mais des choses qui nous plaisaient. Au début, on parlait de ne pas se prendre pour acquis, mais un petit texto, bonne journée, je t'aime, à plus tard, j'ai hâte de te voir. C'est quelque chose qui prend 2 secondes, mais qui peut raviver. Est-ce que je vais dans des exemples peut-être trop simples, mais la vie, des fois, c'est ça, c'est la simplicité. C'est dans les petites choses qui vont faire que ça va avoir un grand poids à long terme, effectivement, là, de ramener. Si vous connectez sur l'humour, c'est toujours une belle façon de dédramatiser, là, de dire hey, mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, mais je suis contente de te voir. Enchantée! Enchantée, oui, ben, c'est drôle, mais c'est vrai pareil. déjà. Oui, tu vis dans ma maison. Est-ce que ça arrive, dans certains cas, pour un parent où la proximité est, disons, rompue avec le conjoint ou la conjointe, d'aller combler, puis là, j'insinue aucune notion sexuelle, mais d'aller combler ce besoin-là avec un enfant, même de 6, 7, 8 ans. Je veux dire, ton enfant se lève le matin, tu vas lui faire un beau câlin. Il passe, tu vas lui donner un petit bisou. Tu sais, des choses qui sont très saines, mais qui, des fois, au lieu de faire l'effort, de rétablir le lien avec le conjoint et de continuer à le faire avec nos enfants, ben on va se dire, je vais remplir ma jauge affective, sensorielle avec les enfants de façon très saine. Puis le conjoint, ben c'est un peu compliqué. Ben oui, ça l'arrive parce que c'est comme tu l'as dit, les enfants ont besoin beaucoup, donc c'est comme une source facile d'aller combler. Puis parfois, qu'il y a moins d'irritants. Ils questionnent rien aux autres, là. Ça vient moins activer de frustration, il y a moins de... On est comme plus tolérant des fois avec l'enfant qui nous a fait une crise. On sait que c'est passager versus notre conjoint qui nous a dit quelque chose qui nous a dérangé. Bien là, on va plus se refermer puis on va peut-être moins vouloir faire l'effort d'aller physiquement dans l'univers de l'autre, là. Et tu as mis la limite que c'était pas sexuel. Des fois, ça vient pour le parent aussi. Justement, ben, si je donne un câlin à mon chum, mais que là, il va vouloir plus, mais moi, je veux pas, versus l'enfant, que, hey, on va se câliner, mais je sais que ça reste là. C'est pas conscient, tout ça, mais il y a quand même, des fois, cette espèce d'assurance que, ben, on va respecter ma limite, ça glisse pas vers d'autres choses. C'est que j'ai peut-être pas avec mon partenaire. Donc, ça aussi, des fois, c'est des sujets de discussion à avoir, de dire hey, « moi, j'ose même plus toucher parce que j'ai l'impression que ça va aller plus loin puis je veux pas aller plus loin. » Ou je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'intimité puis que tu en as envie, mais moi, mon besoin, c'est vraiment juste de l'affection physique. Donc, j'évite de tout contact qui pourrait éveiller du désir chez l'autre. Ça arrive assez fréquemment. Fait que dans ce cas-là, l'enfant devient une option inconsciente, mais où, justement, on reste juste dans le câlin. C'est sûr que post-accouchement et tout ça, on a souvent tendance à parler des pannes de désir chez la femme parce que, bon, on le sait, on a porté l'enfant, on a accouché, que ce soit de façon vaginale ou avec une césarienne, ça a des effets sur notre corps physique, l'allaitement aussi. Mais voyez-vous aussi au fil du temps qu'il peut y avoir certaines pannes de désir chez l'homme, chose on dirait qu'on parle moins, qu'on questionne moins. Souvent, les blagues, hein, moi, je me souviens, tu sais, des mononcles, là, elle veut jamais, tu sais, ça devient comme une espèce de running gag que la femme, ça ne tente jamais. Mais là, on dirait qu'on en parle beaucoup moins. Mais est-ce que c'est une réalité que vous voyez ou dans ces moments-là, des fois, peut-être on consulte moins? Bien, la fluctuation de désir, elle est présente chez tous les humains, là. Donc, oui, il y en a. Effectivement, on parle plus du désir sexuel qui diminue chez la femme. C'est même plus étudié aussi. Fait que, mais les hommes en parlent moins, fait qu'effectivement, peut-être qu'on a moins conscience de ces pannes-là ou de ces périodes où le désir est moins fréquent parce que ça fluctue, là. C'est vraiment faut rappeler que le désir sexuel, c'est une composante qui fluctue, là. Puis c'est normal que ça soit pas toujours une switch à on ou à off, là. Ça va être en fonction de plein de facteurs. Puis, si on est dans une période vraiment plus stressée ou justement pour n'importe quel fatigué, oui, ben on active notre système nerveux en mode défense, fait que le désir n'a pas de place pour être là. On sait qu'en général, les hommes vont être moins portés, bon, en espérant que tout ça soit en train de changer, mais moins portés à les consulter. Puis il y a comme un tabou aussi de justement le cliché, c'est l'homme qui veut full puis la femme qui veut pas. T'sais, alors que, comme tu l'as nommé, il y a des fluctuations de part et d'autre. Fait que je pense que des fois, c'est peut-être plus vécu tout seul. Il y avait des gens aussi, des pères, entre autres, qui avaient peur d'insulter leur partenaire. C'est comme, ben là, elle veut, moi je veux pas, mais je veux pas qu'elle pense que c'est parce que j'aime plus son corps. Sauf qu'en bout de ligne, quand on regarde ça, ben pour lui aussi, il n'y a plus les petits gestes du quotidien, donc il peut y avoir une conséquence sur le désir. Certains hommes qui vont se dire, ben, je pense à aller voir ailleurs.
tu sais, c'est quand même, ça arrive aussi. Puis j'aime toujours le nommer que, ben il y a une grande différence entre le penser et le faire. Ben oui. Et des fois, quand on se rend compte qu'on le pense puis qu'on l'aborde, on peut voir c'est quoi vraiment qui est en train de se passer, finalement, plutôt que de l'agir. Donc, c'est toujours intéressant, mais c'est pas toujours facile d'aller dans ces zones-là. Non, j'allais dire, on dirait que c'est ça, c'est quand même quelque chose, encore là, de tabou, très ou trop souvent. Quand ça arrive, du moins que c'est su, ben on va plutôt le savoir lorsque c'est fait, lorsque l'autre a agi. Mais est-ce que ça se nomme avec les bons mots à son partenaire de dire, ben dans la situation actuelle, tu sais, je respecte tes besoins, mais moi, mes besoins sont là. Considérant notre manque de connexion, de complicité, mais je commence à penser, à regarder. En même temps, on dirait que j'ai l'impression là, que c'est de mettre une allumette dans un pot d'huile, puis t'es comme, oh. On Ben, sait pas trop. Ouais, que c'est ça sûr va que vers. ça peut être une discussion explosive, là. Un terrain miné. Moi, je conseille que si on a envie de nommer des choses particulièrement difficiles, on peut aller consulter, tu peux aller voir un espace neutre pour l'exprimer. Après, effectivement, tu sais, mettons l'infidélité, moi, je le vois en thérapie comme un symptôme de quelque chose qui allait pas. Tu sais, la sexualité devient un moyen de répondre à un besoin qui est absent. Puis là, je le dirige vers une personne extra-conjugale en dehors de ma relation. Mais est-ce que je pourrais trouver une façon de répondre à mon besoin de connexion, d'être validée, de me sentir aimée, autre que par la sexualité? Des fois, c'est justement, c'est trop rigide parce que ça a été une façon de répondre à ce besoin-là vraiment facilement. Puis là, le plus, fait que là, on est démesuré. Je fais quoi, moi, pour me sentir bien? Il faut qu'on trouve d'autres façons, mais il faut l'adresser tranquillement. Est-ce que l'infidélité aussi, on peut le voir de façon plus globale? Parce que tu disais, ça peut être un besoin des fois de plaire. Tu sais, on a l'impression qu'on plaît plus à notre coparent. Donc là, je sais pas, moi, on a l'occasion, puis on va flirter avec quelqu'un d'autre. Puis là, on est comme, on est vu, on est reconnu, de retrouver ce toucher-là, de retrouver. Et que l'acte sexuel, oui, c'est une chose, mais c'était pas toujours le but premier d'une infidélité si on regarde en arrière ou de façon plus profonde. Oui, la fonction qu'a eu l'infidélité, elle est souvent beaucoup plus grande que le geste en soi. Tu sais. Puis effectivement, ça demande beaucoup de transparence, de vulnérabilité pour exprimer ça parce que souvent on parle de l'impact du geste, mais ce qu'il y a en dessous, c'est souvent ce qui est plus important. Mais c'est le même pour n'importe quel petit conflit au quotidien. Là, Tout à fait. On s'astine ou on parle de la situation, mais pas de ce que ça nous a fait vivre, ce que je me suis dit dans ma tête quand tu m'as dit ça, ce qui m'a blessée. C'est aller dans les couches profondes. Là. Ça, c'est plus difficile. C'est plus dur. Là. Ça fait plus mal. Oui. Ça fait plus mal, ça demande une certaine maturité affective ou d'être dans un espace où on est porté, on se sent en sécurité pour aller dans ces zones-là, parce que ça vient brasser des côtés en nous qu'on n'aime pas trop des fois, qu'on préférerait qu'ils n'existent pas, oui. qu'on constate que c'est là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire si, en couple, on le sent, on prend un petit pas de recul, puis on se dit, ouais, peut-être que cette connexion-là est un petit peu brisée, ou du moins elle est fragilisée, mais que tous les deux, on exprime le fait que, ben, on aimerait que ça revienne. Puis oui, on a peut-être eu une pause où, par exemple, notre vie sexuelle est un peu moins active pendant une certaine période, ce qui est normal, on l'a nommé. Mais là, hop, on se dit qu'on aimerait que ça revienne. Mais des fois, on a l'impression peut-être d'être un inconnu dans notre propre couple. Tu sais, je veux dire, si la pause, elle a duré des semaines, des mois, dans certains cas, des années, ça doit pas toujours être évident de refaire le premier pas. Comment on peut faire? Bien, comme on dit souvent, là, de renommer, là, qu'est-ce qui se passe? On nomme la situation, après de pouvoir aller être accompagné, puis redéfinir cette sexualité-là ou cette intimité-là, comme on veut qu'elle le devienne, plutôt que de s'attendre à ce que ça revienne comme avant. Il y a beaucoup d'espoir sur le avant. Des fois, c'est avant-enfant, des fois, c'est avant un an ou deux. Mais de pouvoir redéfinir cette intimité ensemble, là, puis cette sexualité-là, c'est vraiment important. Puis est-ce que l'idée de se dire, battons le fer pendant qu'il est chaud, on essaye, puis des fois, on est un peu maladroit, mais on reprendra l'habitude, ou à la limite, ça peut être un peu glissant parce que là, on va se mettre beaucoup de pression, mais cette première relation-là, si ça fait plusieurs mois, par exemple, qu'il n'y en a pas eu, il faut pas s'attendre à ce que ça soit la meilleure non plus. Oui, parce qu'on a beaucoup, même dans les films, là, ils parlent du sexe passionnel, mais la sexualité de maintien là, que Esther Perel parle, là, c'est de comme celle au quotidien, là, celle qui est pas scénarisée, grandiose, mais on a besoin de briser ça puis de retourner dans une curiosité, même si ça fait 25 ans que tu es avec quelqu'un, là, de voir la relation sexuelle ou ce moment-là
comme étant nouvelle, on explore l'autre, on est c'est juste dans la découverte puis la curiosité, ça permet de diminuer les attentes puis la pression. Ouais. Des fois, c'est pas tant la relation en tant que telle que les attentes. La marche était comme trop haute, puis finalement, on se met une pression inutile. Alors que juste être dans le moment présent avec tout ce que tu nommais, souvent, il y a plus de chances qu'on soit satisfait que de se créer des grandes attentes. Mais en même temps, j'ai entendu un point que je me disais, ça peut être intéressant aussi quand on a une relation depuis 10 ans, 15 ans, veut pas, dans une sexualité au quotidien ou qui est pérenne dans le temps, bien, j'imagine chaque couple a, je sais pas, par exemple, des scénarios établis, veut pas une espèce de façon de faire, une méthode. Est-ce qu'on peut, justement, peut-être d'en parler avant pour pas que le coparent soit comme, mon Dieu, je m'attendais pas à ça, mais de dire, est-ce qu'on essaie autre chose? Je vous dis pas que ça va fonctionner, mais de se dire, regarde, on est curieux, on essaie autre chose. Dans certains cas, est-ce que ça peut être, je sais pas là, par des objets sexuels, un scénario différent, un endroit différent, l'ajout d'une autre personne, peu importe. Mais si tous les deux sont confortables là-dedans? Oui, parce que l'humain est quand même paresseux. Là. Ce qui fonctionne bien, on y retourne, puis on le garde, on le répète. Ça me semble 5 minutes, c'est assez. C'est connu, c'est confortable, donc on va dans cette direction-là. D'essayer, ça amène où je vais-tu avoir, on va-tu rire de moi? Ça va amener plein d'enjeux, là, je vais-tu me tromper? Ça va être comme pas le fun? C'est important d'en discuter. Puis l'intimité sexuelle, elle est beaucoup dans la discussion, comme hey, à quoi tu penses quand on fait l'amour? Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu me trouves attirant ou attirante? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on essaye? Plutôt que justement arriver avec un nouveau jouet, on essaye ça ce soir, qui peut être un peu plus perturbant. As-tu envie qu'on essaye? C'est quoi tes peurs? Explorer là-dedans, oui, c'est super important. Puis tu l'as nommé, ça ramène est-ce que je vais me tromper? Est-ce qu'il va rire de moi? Ce que souvent les gens vivent moins dans un couple plus vieux, c'est-à-dire je suis habituée d'être avec lui, je peux y parler de ma plus grande peur, je peux y parler de comment je me sens. Là, on arrive dans la zone de la sexualité, puis on dirait que là, on retombe dans comme si c'était les premiers moments. Fait que je pense que ça demande un peu de discussion courageuse, là, allons-y, on l'adresse, de ressentir ce malaise-là, qui, même si ça fait des années qu'on est ensemble, reste des sujets quand même qui peuvent être plus délicats que d'autres. Oui, puis dans la sexualité, on dirait qu'on se donne pas le droit à l'erreur, ou tu sais, on veut expérimenter quelque chose, puis être dans le pire des cas, là, vous avez vécu un moment, mettons, malaisant, drôle. C'est comme de dire, on essaye un nouveau restaurant, si vous ne l'avez pas aimé, vous faites pas, on va plus jamais au restaurant de notre vie, là. C'est juste celui-là, on le retournera pas. La même chose avec la sexualité, comme on essaie ça, ça a été drôle, puis... C'est tout. C'est tout. La pression. On va pas là. Maintenant, on a parlé justement de la sexualité. Ça nous amène certaines questions. Puis même si on est en couple, on a des limites aussi qui est important de fixer. Alors, allons voir à notre Minute Santé. Le cortisol, on en entend souvent parler comme quelque chose de néfaste qu'on doit supprimer. En fait, il s'agit de l'hormone du stress, oui, mais pas que ça. Il s'agit d'une hormone sécrétée par les surrénales. Le cortisol est une hormone stéroïdienne qui joue un rôle important dans la réponse au stress, le système immunitaire, la réponse inflammatoire, le métabolisme ainsi que la tension artérielle. Il s'agit donc d'une hormone qui est très variable et qui répond au stress de la vie, comme pour une chirurgie, une entrevue ou le stress quotidien. Il est aussi variable en fonction du cycle circadien, réveil et sommeil. Il ne faut donc pas confondre nos problèmes de sommeil, de gestion du poids et du stress à cette maladie qui est très rare. Le meilleur moyen de gérer son cortisol est en fait d'adopter un mode de vie sain. Donc, la gestion du stress avec des techniques de relaxation, de l'activité physique quotidienne et une alimentation saine et équilibrée. À retenir, le cortisol est essentiel pour le maintien de la santé. La bonne façon de gérer le cortisol est d'adopter des saines habitudes de vie. N'oubliez pas qu'aucun produit naturel ni en vente libre ne peut contrôler votre cortisol. Méfiez-vous, si vous avez des questions, discutez avec un professionnel de la santé. En début de relation, des fois, pour pimenter, on a l'impression qu'on chicane, il y a quelque chose, il y a une tension qui peut mener parfois à la sexualité. En couple, depuis des années, avec des enfants, tout ça, la tension n'amènera pas nécessairement à la sexualité, mais il y a quelque chose dans cette
chicane ou ce moment-là, je ne sais pas si c'est une hormone, vous allez me dire un moment qui fait que, tu as l'impression qu'il se passe autre chose. Est-ce qu'il y a une façon de recréer cette espèce de moment ou de passion? Parce qu'on le sait, la passion, c'est éphémère. Qu'on écoute Jeannette Bertrand ou peu importe, elle va nous le dire. Mais en même temps, on se dit, est-ce que j'ai envie que ça soit plate le reste de ma vie? Mais tu dis plate, puis dans l'explosion, les conflits, des fois, il y a ça devient explosif. L'autre présente un certain care où on a accès à la réelle personne dans la frustration avec les couples de longue durée parce que c'est comme, on voit là, ça y tient à cœur, le fait qu'il explose, qu'on retrouve pas des fois dans d'autres situations, on pourrait les mettre de l'avant plus, là, parle-moi de ce qui te passionne, puis qu'est-ce que t'aimes, puis de recréer plus ces moments-là sans que ce soit juste dans les chicanes. Mais il y a des moments où des couples, c'est le seul moment où ils se parlent, c'est quand ils chicanent. Ben c'est vrai. Puis combien de fois, des fois, des gens, tu te dis « Oh mon Dieu, ça va pas bien, ils vont se séparer. » Ils se chicanent, puis c'est la chicane qui les rapproche. J'imagine que ça devient une mauvaise habitude. Oui, là. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, non. Mais donc, tu sais, parce que d'ouvrir la discussion avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement ouvert, c'est pas évident. Donc, est-ce qu'il y a des façons de recréer ça sans la chicane qui seraient, on va se dire, des habitudes beaucoup plus saines? C'est ça, c'est que ça fonctionne, mais il y a un coût. Fait qu'on veut voir est-ce qu'il y a un équivalent qui aurait un moindre coût. Oui. Puis je pense qu'il y a une piste importante dans ce que tu as nommé, c'est j'ai accès à l'autre, puis on est ensemble. On est en train de se parler de quelque chose où j'ai pas l'esprit ailleurs, où j'ai pas, c'est comme, on est dans la même chicane en même temps. Ça, on peut le retrouver dans d'autres choses, dans se donner des moments d'en vivre quelque chose ensemble. Donc, d'être dans l'intensité de la connexion qui nous donne envie d'aller plus loin, plutôt que juste de le nourrir par la colère, finalement. En terminant, c'est ce que j'allais dire, puis je voudrais pas terminer sur une mauvaise note, mais on parle beaucoup de retrouver la complicité, la connexion, l'équipe qu'on faisait avant, puis qu'on fait comme parents dans les bonnes journées, puis dans les moins bonnes, c'est-à-dire que, regarde, il va y avoir aussi des bonnes journées, mais en même temps, quand on parlait de petits gestes tantôt, comme envoyer un texto « bonne journée », se lever le matin puis dire « je te rechoisis », si on se lève un matin, puis on se dit « ça me tente pas tant de le rechoisir aujourd'hui parce qu'il est arrivé quelque chose hier », j'imagine c'est normal. 2 matins, 3 matins. Quand on se rend compte que l'autre nous tape plus souvent sur le chou, qu'on le prend sans le prendre en admiration, mais sans voir ses bons coups, elle est où la ligne? Parce que des fois, ça peut être parce qu'au travail, ça va pas bien, qu'on est plus irritable. Je trouve que des fois, ça devient difficile à évaluer. Oui, bien, c'est de se poser la question, c'est quoi qui m'irrite en ce moment, tu sais? Puis quelle part m'appartient là-dedans? Dans le sens où l'autre peut m'irriter pour plein d'affaires, mais qu'est-ce que ça vient? Ou moi, j'ai pas d'espace, pourquoi? Sais-tu, je manque de temps, je veux de l'aide au final, puis je le demande-tu? De se retourner un peu sur... On a plus de pouvoir sur qu'est-ce que nous, on peut changer versus à ce qu'on attend que l'autre, il change. Est-ce que moi, je vais bien? Est-ce que moi, je suis dans une disposition actuellement où je peux être en couple, où moi-même, je suis débordée? Est-ce que ça a rapport avec l'autre ou ça a rapport avec moi? Puis les deux sont possibles. Puis tu le dis, c'est complexe. Je pense que ça demande de s'asseoir avec soi-même aussi, de faire comme, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tout le monde me tape ses nerfs? Est-ce que, c'est bon, ça. tu sais, pour justement voir, peut-être que je vis beaucoup de choses au bureau, peut-être que, peut-être que je suis juste épuisée aussi, puis que peu importe qui serait à côté de moi dans le lit, il me taperait ses nerfs. C'est pas tant lui, mais... et des fois, c'est peut-être, est-ce que c'est la peur qui me fait rester ici parce que j'ai peur de quitter, parce que j'ai peur de perdre, parce que... Fait que je pense qu'une bonne conversation avec soi, des fois, ça vient éclairer. Ouais. Puis comme tu dis, des fois, les enfants, on va pas leur demander de changer. Fait qu'on est comme, OK, cette sphère-là, il me gosse, mais ça peut pas changer. Mon travail, je veux pas m'en aller. Fait que la personne qui reste, souvent, c'est la personne avec qui partage ma vie. Donc, le seul bout qui peut changer, c'est toi. Donc, change ça m'énerve. Donc, je retiens qu'au quotidien, on choisit l'autre et peut-être le plus grand piège avant la parentalité, avant toute chose d'une longue relation, c'est de prendre l'autre pour acquis. Donc, comme on se dit qu'il va rester, des fois, peut-être qu'on le malmène un peu en se disant « bon, anyway, il va rester ». Mais dans le fond, si on se rechoisit au quotidien et on redevient complice, on peut avoir des belles surprises. Puis de le voir de la façon positive plutôt que de dénoter toujours ce qui ne fonctionne pas, ça peut être intéressant de temps en temps de prendre le recul puis de noter ce qui va bien, puis construire là-dessus. Parce que des défis, on en a tous puis on en aura tous. Merci beaucoup. Merci.